Rebonjour Mariam. Bonjour Rachid. Et bonne année encore une fois à vous. Au Maroc en 2026, il va y avoir de nombreuses réformes, dit la presse. Une avalanche de réformes qu'attend le Maroc cette année. Éducation, santé, justice, retraite, climat des affaires. Tout y passe justement pour moderniser l'État. Et première réforme structurante, l'enseignement supérieur, avec aujourd'hui le Maroc qui indique que le gouvernement va engager une refonte pédagogique ambitieuse, plus de compétences, plus de langues, plus de numérique et surtout une meilleure transition entre l'université et le marché du travail avec des formations en alternance, apprentissage à distance, crédits standardisés, nouvelle carte universitaire. L'idée est claire, former des profils plus opérationnels adaptés à une économie réelle. Et deuxième pilier, c'est la santé. Selon Express, en 2026, le Maroc prévoit la généralisation progressive des groupements sanitaires territoriaux. Objectif cette fois, organiser les soins à l'échelle régionale, clarifier les parcours patients, rapprocher la décision du terrain. Une expérience pilote d'ailleurs à Tanger a servi de test grandeur nature et les résultats sont jugés encourageants, même si certaines tensions sociales, disons-le, rappellent que la réforme devra se faire avec méthode et dialogue. Troisième chantier sensible, présenté aussi par Le Matin, la justice, réseaux sociaux, protection des mineurs, ADN, profession d'avocat. Le ministre de la Justice avance avec prudence et cherche à consolider l'efficacité de son ministère. Ici, pas d'annonce spectaculaire, mais une méthode adaptée, le droit aux mutations sociales et numériques sans brutalité. Quatrième dossier majeur, les retraites. Maroc diplomatique précise que le gouvernement appelle à sortir du discours alarmiste pour engager une réforme concertée. L'enjeu est colossal, assurer la soutenabilité des caisses tout en préservant les droits acquis de millions de Marocains. Et enfin, Média 24 essaie de mesurer l'impact économique de ces réformes. Le rapport Business Ready 2025 de la Banque mondiale place le Maroc parmi les pays les mieux notés en Afrique dans le cadre réglementaire et les services publics. Mais un problème persiste, l'efficacité opérationnelle. Autrement dit, les règles sont là, les outils existent, mais leur application sur le terrain reste perfectible. Le Maroc de 2026 entre donc dans un mouvement réformateur, une année de mise à l'épreuve, celle de la capacité à transformer les réformes en résultats concrets pour le pays. L'Afrique, cette fois, enfin, ou toujours, parce que le Maroc est quand même en Afrique, ne l'oublions pas, avec une détermination, il faut investir en Afrique. Ouais, c'est voilà, ça, Rachid, l'information. Ouais. C'est que, investir en Afrique, c'est plus une intuition, c'est devenu une évidence stratégique. Le continent est désormais au cœur de décisions économiques mondiales. Challenge parle d'un point de bascule, des introductions en bourse inédites, comme celle de la FinTech marocaine avec Cash Plus, valorisée à 550 millions de dollars à Casablanca. Des investissements massifs dans le cloud, l'intelligence artificielle, les câbles sous-marins, à l'image du 2 Africa de métal long de 45 000 km qui relie 33 pays devrait générer près de 37 milliards de dollars de PIB pour l'ensemble du continent, sans oublier l'arrivée massive des constructeurs chinois de véhicules électriques ou encore le choix stratégique de Tesla d'entrer en Afrique par le Maroc, confirmant le rôle du royaume comme base industrielle et logistique continentale. Et dans cette dynamique, des événements majeurs comme la CAN jouent un rôle clé. Maroc diplomatique nous indique que bien au-delà de la compétition sportive, elle agit comme un levier de visibilité, de rencontres et de diplomatie économique. Et pour l'occasion, Casablanca est devenu un carrefour où les États africains, investisseurs et groupes privés échangent, négocient et projettent des partenariats. Et le Gabon, par exemple, en a profité pour mener une offensive économique ciblée au Maroc, mettant en avant son modèle de transformation locale via la zone industrielle de Nkok, dans une logique assumée de coopération sud-sud. Et les chiffres confirment aussi cette position centrale du Maroc. D'après l'opinion, le Maroc a investi plus de 5 milliards de dirhams en Afrique en 2024, soit 20% de ses investissements extérieurs. Et les banques marocaines réalisent jusque 40% de leur chiffre d'affaires sur le continent. On a aussi d'autres exemples concrets comme l'OCP qui s'impose comme un acteur clé de la sécurité alimentaire africaine avec des exportations d'engrais multipliées par 9 depuis 2013 et
4 millions d'agriculteurs africains accompagnés. Mais cette Afrique des investissements cohabite encore avec une autre réalité, le modèle de l'aide qui reste présent. Et Africa News rapporte ainsi l'accord de 487 millions de dollars signé entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire pour renforcer le système de santé. Un soutien indispensable pour répondre à des besoins structurels, justement, comme l'éducation, la santé, mais désormais pensé comme un modèle à évoluer. Alors 2026 promet donc une Afrique avec des investissements structurants d'un côté, une aide encore nécessaire de l'autre, qui est appelée à devenir un outil de transition plutôt qu'un système permanent. Va-t-on vers la généralisation de l'interdiction des réseaux sociaux pour les adolescents? Après l'Australie, c'est la France qui s'apprête à franchir ce cap, interdire l'accès aux réseaux sociaux au moins de 15 ans. Et France Info précise que le projet de loi qui veut imposer cette règle veut bannir l'usage du téléphone au lycée dès le 1er septembre 2026. Les raisons de cette décision sont multiples: exposition à des contenus inappropriés, cyberharcèlement, altération du sommeil, une accumulation de risques désormais documentés et que l'État ne veut plus regarder comme un simple problème éducatif. Et en Europe, c'est une sorte de contagion de cette interdiction qui se propage. Euronews montre que plusieurs pays européens envisagent des restrictions similaires. L'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Danemark, l'Allemagne, chacun avec sa méthode, mais avec une même préoccupation, l'impact des plateformes sur le développement des adolescents et la difficulté de laisser les algorithmes décider seuls de ce qui capte l'attention des jeunes. Et l'exemple australien fonctionne ici aussi comme un déclencheur. Interdiction avant 16 ans, amende massive pour les plateformes en cas de non-respect et une logique claire, faire peser la responsabilité sur les entreprises et non pas sur les familles. Et pourtant, on se demande si interdire est la bonne réponse. Dans un entretien accordé au Matin, l'Observatoire national de la criminalité défend une idée qui tranche avec l'époque. L'interdiction pure est une fausse bonne idée, non pas parce que les risques seraient exagérés, mais parce que la réalité est bien plus complexe. Et le Maroc propose une approche alternative, une majorité numérique graduée, c'est-à-dire une progression par palier proportionnée au niveau du risque des usages et du développement de l'enfant. Le Matin rappelle surtout que la cyberviolence est un phénomène massif, largement sous-déclaré, et que la réponse doit être structurée et non pas seulement symbolique. Nous sommes aujourd'hui, ça n'a échappé à personne, le jeudi 1er janvier 2026. Quel autre 1er janvier, ça devait être difficile à choisir. Quel autre 1er janvier avez-vous choisi dans l'histoire? Quand c'est dur, il faut faire simple. C'est J'ai choisi le 1er janvier. Ah ben voilà. Entre hier et aujourd'hui, j'étais créative. Oui. Mais la question qu'aujourd'hui on va se poser, c'est pourquoi partout dans le monde, on commence l'année le 1er janvier. Et ce n'est pas un hasard. À l'origine, ce sont les Romains. Ils consacraient le mois de janvier au dieu Janus, le dieu aux deux visages, un qui regarde en arrière, l'autre vers l'avenir. Le symbole est donc fort, faire le bilan puis avancer. Et c'est donc Jules César qui décide d'en faire le premier mois de l'année. Plus tard, l'Église a tenté de changer la date, jugeant ce début d'année trop païen. Alors pendant des siècles, le Nouvel An a été fêté en mars, le 25 précisément, jour de l'Annonciation, soit le moment où l'archange Gabriel annonce à Marie qu'elle donnera naissance à Jésus-Christ. Et donc, pour les chrétiens, c'est là que tout commence. Et en 1582, le pape Grégoire XIII introduit le calendrier grégorien et le 1er janvier s'impose définitivement. Aujourd'hui, la quasi-totalité du monde suit ce calendrier. Le 1er janvier est devenu une convention universelle héritée de Rome, puis mondialisée. Et cette date à l'image du dieu Janus est toujours un rappel, celui de laisser le passé derrière et d'entrer dans une nouvelle année qui commence et que je vous souhaite pleine d'aventures. Ah, ça c'est gentil. Merci beaucoup, Molième Cocaïne.